matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 43e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard en compagnie du chatouilleux Pierre Gastonnier. Comment ça va, Pierre? Va très bien. Si tu me chatouilles en dessous des pieds, des grosses chances que tu manges un coup de pied dans la face. Je sais pas dans quel contexte il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient me chatouiller en dessous des pieds. On sait jamais. C'est quoi ta faiblesse, là? Toi, c'est les pieds, la faiblesse, la grosse faiblesse? Un peu de tout, je te dirais. Ici, les flancs. Les hanches, là, dans le mou du côté, là. Dans le mou du mou? Dans le mou du mou sur le côté, dans les... Entre les côtes et les hanches, là. Les coups de coude partent vite, disons, là, quand ça me prend par surprise, là. Et là là. Comment a été ta semaine, toi, Pierre? Une belle semaine. Encore, toujours des semaines de fou. On fait du montage, on vous livre des chroniques, puis on vous lance plein de vidéos sur YouTube. Si vous écoutez à l'audio seulement, vous dites comme ça, mais j'écouterais ça en segment. Ça, mais j'écouterais juste un bout. Ben, viens sur YouTube, c'est tout là que ça se passe. C'est là qu'il parle. C'est là qu'on jase. Maintenant, on fait un feu, on fait un barbecue. On était tous là sur YouTube. Tu faisais des schmores sur YouTube un moment donné. Là, c'était super bon. Ça a tout beurré mon écran. Mais non, c'est ça. Des grosses semaines. On travaille présentement avec ensemble. Conjointement, on travaille ensemble sur un spectacle qui va se passer le 14 juin. À l'adversaire, à Montréal. Si vous êtes à Montréal, ça se passe là. C'est le Mini-Fest Mania dans le cadre du festival d'humour, le seul festival d'humour à Montréal, le Mini-Fest. C'est un spectacle d'humour. Il va y avoir des invités qui vont venir faire de l'humour et il va peut-être avoir aussi un peu de lutte parce qu'on s'entend, c'est sous le thème de la lutte. Donc, plein de référents à la lutte, c'est certain. Puis peut-être un peu aussi des insides pour les gens qui écoutent les sommeliers. Si vous êtes à Montréal, oui, les billets sont disponibles maintenant sur le minifest.ca. Vous pouvez aller voir ça pour des billets. Et on va mettre, si vous êtes un peu partout, on va mettre en dessous un lien vers l'endroit où on peut acheter ces billets-là. Faites vite parce que il n'y a pas beaucoup. C'est une petite salle. C'est une belle petite salle. Ça belle part petite vite. Salle. Fait que n'hésitez pas. C'est ça, 14 juin prochain. Ça va être bien le fun. Un show d'humour pour de lutte, dans le fond. C'est pas de la lutte qui est drôle, c'est plus du drôle qui parle de lutte. Ben, c'est des humoristes qui vont rentrer sur des grosses tunes de lutte, là. C'est ça. Fait que si vous aimez l'humour, c'est ça. Si vous aimez la lutte, vous avez le goût de rire, c'est la place aussi. Aussi. Invitez vos amis. Ok, c'était pas. Hey, sinon, moi, dans ma semaine, c'était quand même très mouvementé. Fait beaucoup de routes derniers jours. C'était faire un shower de bébé pour mon petit bébé qui s'en vient. Fait que c'est la belle famille, la belle mère que je remercie. Je pense pas qu'elle écoute, mais c'est pas sa tasse de thé, la lutte, mais non, c'est correct. Si jamais quelqu'un de la famille écoute, ben un gros merci à tout le monde qui était là. Il y avait genre beaucoup trop de gens. Je pense qu'il y avait 100 personnes. Ah ouais, si bol. Ouais, c'est vraiment beaucoup de gens. On a reçu plein de cadeaux, plein de belles attentions. C'est fun, ça. On était vraiment remplis d'amour. Puis t'es revenu qu'un char plein. Un char, ben, en fait, il y avait trop de choses. On n'a même pas revenu avec toutes les choses parce qu'on les a laissés. Ils vont éventuellement monter en truck, venir être dans le nouveau lieu où on va habiter dans les prochains mois aussi. Fait que quand même beaucoup de défis les prochains mois. Mais on se sent soutenu, hein, parce que comme on dit, ça prend un village pour élever un bébé. Ben, je suis content. On avait un gros village. Presque une petite ville. Petite ville. Ben oui. 100 personnes, je considère ça une petite ville. Eh oui, quand même une petite cocotte qui a été bien gâtée, elle le sait pas encore, mais elle va être chanceuse. Fait que ouais, c'est le fun. Fait que là, on est revenu. Fait que là, on tourne, là, mais on tourne dans des conditions. Là, on est un peu tard, le dimanche. Fait que là, on va faire, comme vous voyez, les previews et prédictions de Backlash. On est comme entre les deux drafts. Entre le draft de SmackDown et le draft de Raw. Fait que tout n'est pas encore placé. Puis on s'attend à ce qu'il y ait probablement d'autres matchs qui soient annoncés cette semaine. Si c'est juste ça sur la carte, c'est un peu triste. Comme carte, ça va être ça va être un pay-per-view. Peut-être que les matchs pourraient durer 1 heure chaque, là, mais ça reste que il manque là, de viande autour de l'os. Là. Ouais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir combien on va en ajouter. Je sais pas si on va en ajouter tant que ça, parce que la WWE aime quand même ça, garder pas trop long. Ouais. Mais en même temps, on est en France, fait qu'il faut faire ça en grand. Quelque chose de spécial quand même. Là. Il faut vraiment que ça soit bien plus spécial. Fait que hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer cette semaine. Fait qu'on va vous y aller de nos prédictions selon les matchs qu'il y a présentement annoncés. Peut-être également, on a un qu'on sent venir.
Fait qu'on va en parler aussi. Si jamais il est pas là, bon, ça sera triste, mais on va quand même en parler. Fait que, puis, aller un peu plus loin, ça vous tente, hein, justement, comme on l'a dit, de skipper des petits bouts, fait tout de suite aller aux prédictions. Mais sinon, on va y aller avec nos chroniques un peu plus courtes, un peu plus classiques, et on va commencer ça avec la première chronique, et c'est la Push Bury, changement de gimmick. Push Bury, changement de gimmick. Push Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, qui qu'on push, qui qu'on bury et qui qu'on change de gimmick entre. Et là, j'ai pris 3 filles du côté de la WWE qui sont quand même dans le low card, qui sont très basses dans la carte présentement. Et on va voir si dans les prochains mois, d'ici mettons WrestleMania l'an prochain, est-ce qu'une d'elles réussira à tirer son épingle du jeu. Fait que on a Chelsea Green, comme dirait Samantha Irvin, le Shayna Baszler, et on a Candice LeRae. Qui, Pierre, tu pushes, qui tu bury, et qui tu changes de gimmick entre ces 3 demoiselles-là? Les 3 présentement mériteraient un push. Candice LeRae qui est en train de changer un peu de personnage. Chelsea Green qui fait un super travail. Et Shayna Baszler parce qu'elle le mérite. Si elle peut retrouver l'aura qu'elle avait quand elle était à NXT, ce serait malade. Bury, je sais pas. Les 3 pourraient aussi être bury. Un peu toutes pour les mêmes raisons. Ils sont comme un peu les 3 aussi en ce moment. Changement de gimmick, ah mon dieu, ok. Changement de gimmick pour Shayna Baszler. Ok, tu la mettrais comment, toi? Là, elle est comme beige. Oui, elle est comme killer, mais pas assez. Moi, je dirais comme une coche au-dessus, là. Attends, elle fait peur à tout le monde, là. Plus badass. Encore plus badass que badass. Ok. Pour essayer de retrouver l'aura qu'elle avait quand elle était à NXT. Push Candice LeRae pour tout le travail qu'elle fait depuis des années parce que elle a été sur l'Indie, elle a été coach à NXT. Fait que, je pense qu'elle mérite une belle run, une push, une run. Puis ben, bury Chelsea Green parce que elle est capable de se relever de tout ça. Puis aller signer genre à la TNA puis faire un bon travail pareil si jamais elle se bury et / renvoyer. C'est pas parce que t'es bury que t'es renvoyé, on s'entend. Mais ouais, fait que ça serait ça pour moi. Ouais. Parfait. Écoute, moi, je vais y aller. Bury, je vais garder Chelsea Green, moi aussi. Okay. Pour un peu les mêmes raisons. Parce que c'est un peu le rôle qu'elle a présentement. Ouais, et je trouve qu'avec le personnage qu'elle a, très comédie, ça fonctionne quand même. C'est sûr que, tu sais, ça serait le fun qu'éventuellement on la légitime, mais elle est tellement excellente dans ce qu'elle fait. Puis il y a beaucoup de filles présentement sur le roster de la WWE qui sont aussi bonnes et polyvalentes et drôles dans le comédie que Chelsea. Donc, je trouve que c'est celle qui présentement s'en sort le mieux, qui avec un vrai Bury en règle, elle s'en sort bien parce qu'elle est capable de transformer ce Bury-là en des bons gags, des bonnes idées d'histoire également. Petite feud justement avec les directeurs généraux qui trouvent que hey, je suis bonne, mettez-moi dans des endroits de. Tu sais, on dirait que je la vois un peu comme une Santino. Marella, mais de la division féminine. Fait que je pense qu'elle s'en sortirait quand même pas si pire avec un Bury. Et là, c'est ça. Push, changement de gimmick. Moi, je pense que je vais y aller push Shayna Baszler parce que dans le personnage qu'elle a, je trouve qu'on est capable de la monter plus haut, qu'on peut être capable de mettre comme un petit peu plus de victoire à l'odomètre. Et on l'a vu à NXT, ça s'en sortait bien, mais surtout au niveau in-ring de Shayna, ayant son passé en MMA, est excellente. Fait qu'elle serait capable de te sortir des excellents matchs de plein de gens. Elle a aussi elle a un casting, une phase de méchante qu'on y croit. Ma blonde, je pense ma blonde qui disait l'autre fois, je la croiserais dans la rue, elle me ferait peur, ce madame-là. Oh, 100%. Puis elle a l'air full en plus, super sweet, super gentil quand elle voit sur les tapis rouges. Là. Mais Shayna Baszler, peut-être un push là-dessus. Puis moi, je vais aller changement de gimmick de Candice LeRae parce que l'espèce de comme Poison Ivy, Mentor, tout ça. Ouais. Je pense que je changerais ça pour de quoi qui serait plus. Peut-être un peu à la Serena Deebs du côté de la All Elite Wrestling. Plus professeur. Ok, professeur, ok, ouais, j'aime ça. Là, on dirait que c'est comme un mix en ce moment qu'on essaie de se donner ce rôle-là, mais dans une gimmick très enfant un peu, avec des ailes de papillon, des ailes de. Puis c'est correct. C'est pas que ça fonctionne pas. Je trouve juste qu'elle a comme une gimmick qui est difficile de se démarquer. Puis, tu le vois lorsque tu vas live. Malheureusement, les gens
dans la salle accorde pas beaucoup d'importance au talent brut que Candice LeRae a, qui a fait comme... Elle a beaucoup d'années d'expérience, puis est capable de... Puis je comprends pourquoi on la met dans cette situation-là, parce qu'elle aide les filles qui débutent un peu plus, puis est très justement, un peu comme Bayley également a été pendant un bout, une fille qui élevait les plus jeunes lutteuses à y montrer comment lutter, justement. Là, Candice est dans cette position-là, mais on l'a jamais vu dans une position de gagnante, y compris à NXT. C'est rare qu'on l'a mis dans une position de donner une ceinture, de donner un vrai push qu'elle mériterait, avec le talent et toute l'histoire qu'elle a eue dans les indies aussi. Ouais. Je dirais un changement de gimmick, parce que sûrement qu'un changement de gimmick y amènerait également un push. J'aime ça. C'est comme une manière de faire 2 pushs de mon côté. J'aime ça. Je dirais que ça. Fait que vous, public, dites-nous qui, entre Chelsea Green, Shayna Baszler et Candice LeRae, qui vous pusherez, qui vous bury, puis qui vous changez de gimmick. Répondez-nous dans les commentaires. Et on enchaîne avec la prochaine chronique, le classique. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux? Cette semaine, on a un move que certains pourraient penser qu'il est juste à une personne. C'est une personne qui le fait et qui le fait quand même de façon très bien. Mais ce move-là a été pris par d'autres gens aussi. Et à savoir, est-ce que ces gens-là le fait mieux que la personne qui le fait originalement? Et je parle ici parce qu'on est en France, parce qu'on s'en va à Lyon. J'ai pris un move avec un terme francophone qui s'appelle le pedigree. Bon, c'est sûr que les autres ils disent le pedigree, mais c'est basé sur un personnage d'aristocrate français à la base qui était Hunter Hearst Helmsley. Peu importe les trois H. Ellswinger. Qui étaient les 3 H, donc Monsieur Triple H. Qui le fait mieux, le pedigree? Triple H, Seth Rollins ou Cody Rhodes? D'après toi, Maxime, qui le fait mieux? Oh là là, des 3. Ben, tu vois, là-dessus, ça se peut que j'y aille pas avec le détenteur. L'originel. Du mouvement, ouais, la personne originale. C'est quand même, on s'entend, un mouvement relativement safe, facile à faire, bien appliqué. Moi, je pense que je vais y aller avec Seth Rollins, que je trouve qui saute haut dans les airs, tout ça. Un Triple H, quand même, de ses bonnes années, début 2000, le faisait aussi. Dévastateur, quand même. C'était très dévastateur quand il droppait ses genoux. Mais nos jours, je trouve Seth Rollins le fait un peu à cette manière-là, puis il est un peu plus également agile. Fait que, la manière qu'il l'applique aussi, c'est très rapide. C'est moins... Triple H, on dirait, c'était très dans ces années-là, fin 90, début 2000. On prenait le temps de vendre, de quand il était en position, on regarde partout, puis là, on le fait. Alors que Seth a fait une version plus moderne, plus contemporaine, dans un rythme plus rapide de match. Fait que clac, clac, boum, on descend. Je suis d'accord. Fait que j'ai allé avec Seth Rollins pour cette raison. J'aime ça. Ben, je pense que je vais aller de ton côté là-dessus pour à peu près les mêmes raisons aussi. Par contre, j'ai aimé Cody Rhodes, je l'ai pas utilisé souvent. Il l'a fait surtout dans du temps où All Elite commençait, puis il envoyait promener un peu Monsieur Paul. Puis j'aimais quand même aussi la version de Cody où il me faisait un mix un peu, j'ai l'impression, entre ce que Seth faisait qui était plus rythmé et un peu narguer ce que Triple H faisait, donc vraiment prendre son temps. Fait qu'il faisait comme un mix un peu des deux. Cody Rhodes, ce qui me fait toujours rire avec lui, c'est qu'il y a les hanches ouvertes. Donc, il y a les pieds qui sont un peu plus en pingouin, fait que ça me fait toujours rire quelqu'un qui fait un pedigree et qui ouvre les pieds. Bref, ça, c'est vraiment moi qui stick sur des détails là, dans la vie. Je suis un peu comme ça, comme exemple dans le stand-up. Moi, je suis capable de dire comment les humoristes tiennent leur micro. J'ai des maladies mentales qui sont quand même là. Fait que, mais oui, pour les mêmes raisons que toi, si on revient au pedigree, ça va être Seth Rollins pour moi aussi. Un meilleur rythme. Monte assez haut, puis il le fait quand même de façon... Puis je pense que ça a été le premier vraiment à comment je dirais ça, embrace, à vraiment le prendre dans son arsenal quand il était sous la tutelle, justement, de Triple H. Exact. De l'assumer en bonne et due forme. C'est comme un peu un petit passage de flambeau, parce que à la destruction du Shield, Seth s'est mis du côté de l'autorité et Triple H y a donné un peu son mouvement. Donc, vous, dites-nous dans les commentaires qui le fait mieux, le pedigree entre Triple H, Seth Rollins et Cody Rhodes. On veut vous entendre. Absolument. Et ça nous amène à la fameuse carte de Backlash France
À Et là, Lyon, quoi. à Lyon. Et là, je le sais qu'on a quelques personnes qui nous écoutent en français parce que, tu sais, évidemment, on n'a pas de nom, tout ça, mais on voit des petites statistiques sur nos vidéos. Et une partie de notre auditoire vient de la France. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes là sur place, si vous allez assister à Lyon, à Backlash en France, de nous donner dans les commentaires votre avis ou votre feeling que vous avez. On a eu justement à WrestleMania, on a eu la chance d'avoir Pierre-Paul Heyman qui était là, qui nous a pu nous dire un peu, nous expliquer comment c'était quoi le feeling qu'il y avait, puis il nous a confirmé qu'il faisait effectivement froid. Il faisait effectivement froid la première journée de WrestleMania. Ouais. Et justement, dans le public, on a Philippe, qui était lui aussi à Raw à Montréal, que j'ai eu la chance de croiser, moi qui j'étais sur place, et qui nous a dit en commentaire, parce qu'on demandait si l'ambiance était un peu différente, si on était haut dans les gradins, donc ce qu'on appelle communément le pit. Le pit! Le pit dans le haut. Et je savais que Phil était là, fait que Phil nous l'a répondu sur Facebook, et n'hésitez pas à aller également sur nos pages Facebook ou YouTube, peu importe, nous répondre. Il nous a dit, mon billet était dans la première rangée, dans les bleus, fait que dans les bleus, c'est dans le pit, un gros 32,50$. On s'entend pas très cher pour voir quand même un bon produit que la ville nous a donné. Mais à nommer que première rangée dans les bleus, tu vois quand même très bien. T'es pas dans les tu vois bien partout, les pour gris, vrai. Ouais, mais on dirait que le fait que t'es en avant, comme. On dirait que t'es comme par-dessus tout le monde. On dirait comme. T'as envie de faire avec le pouce par en haut, par en bas. Là. Tellement tu te sens au-dessus de tout le monde. Là. T'es presque à galerie de presse, quasiment. Ouais, quasiment. À cette hauteur-là. Ouais. Fait qu'il nous a dit ça, fait qu'il y a quand même un bon prix pour où tu étais positionné. Et ensuite, il nous dit, parce qu'on demandait comment les gens étaient un peu, fait qu'il nous dit les gens dans le pit, ils ont de la misère un peu à trouver leur blanc. Il nous dit, parce que toi, t'avais un peu de théorie que c'est les gens qui étaient un peu sous long. Fait qu'il dit qu'il croit pas qu'ils sont sous long, les gens qui étaient là. Mais on peut quand même retrouver un peu une ambiance, une soirée de lutte avec indie. Il va d'un exemple, on disait qu'il y a des gens, ils assument de crier des choses un peu homophobes aux lutteurs devant leurs propres enfants. C'est un peu ça, la vibe qu'il y avait dans le pit. Trendy. Mais j'ai bien aimé ça, fait que c'était pas Phil, faites comme Phil, et nous dire si vous êtes à Backlash Live, de nous le dire dans les commentaires, comment c'était le feeling, parce que c'est le premier pay-per-view de l'histoire, puis même je pense le premier show qui est diffusé live, là. Il n'y a même pas eu un Raw, il n'y a même pas eu un SmackDown qui a été fait en France, fait que c'est la première fois qu'on s'en va en France du côté de la WWE, qu'on traverse pour autre chose qu'un live event, parce qu'un live event, vous allez le voir justement, vous pouvez le voir, on en a déjà parlé d'un house show dans les derniers, dans d'autres épisodes, mais c'est différent, l'ambiance entre un live show, pas la même chose, plus party, puis un pay-per-view, c'est juste différent. Je sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est très différent. Au niveau des histoires, c'est sûr qu'il y a plus de chances que les histoires se dénouent un peu plus dans un pay-per-view que dans un live event où c'est rare qu'il y ait des changements de ceinture. C'est rare. Mais on veut avoir vos commentaires justement des personnes qui vont être là pour Backlash et c'est quoi votre feeling. Puis nous, on va y aller de nos prédictions. N'hésitez pas à les faire également. On va avoir le questionnaire, comme toujours, qui va sortir. Cependant, on va attendre la fin de Raw. Fait que là, l'épisode, vous l'écoutez lundi. Raw, c'est à soir. Si vous l'écoutez quand ça sort. Fait que on va attendre la fin de Raw. Puis on va ajuster le questionnaire en fonction des nouveaux matchs et peut-être des nouvelles choses qui vont nous avoir été présentées. J'ai pas l'impression qu'à SmackDown, il va y avoir beaucoup de changements si on se fie à ce qu'on a vécu en Australie lors de l'Elimination Chamber. C'est ça, c'est pas mal. Genre, SmackDown se termine et 4 heures plus tard, le pay-per-view commence de l'autre côté de l'océan. C'est entre la nuit, pour les gens qui sont en Amérique, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, heure de l'Est. Heure de l'Est. Et les gens qui sont de l'autre côté, bien évidemment, c'est le soir du samedi pour vous. Donc, on va y aller avec nos prédictions. Et là, le premier match qu'on va analyser, il n'est pas encore officiellement confirmé, nous, de notre côté. Et c'est Sami Zayn contre Big Bronson Reed pour un match pour le titre intercontinental. Est-ce que peut-être Chad Gable se rajouter à ça? C'est possible. J'ai l'impression cependant que Chad Gable, il est peut-être dans une petite bifurcation. Il va comme consolider son pouvoir sur Alpha Academy. Il va clarifier son personnage avant de se rendre dans une histoire. Là. Exact. J'ai l'impression qu'il va revenir, mais pour l'instant, je pense qu'on va juste avoir un Sami Zayn contre Big Bronson Reed à Backlash. Ça n'a pas encore été annoncé, mais vu que Sami parle français, je m'attends que... tu sais, il y a 2 lutteurs. Il y a Kevin Owens et Sami Zayn qui parlent français. On risque de leur donner la chance César d'être dans... Non, César il n'y est plus. Fait que qui as-tu gagné à tout ton... on va expliquer un peu l'histoire.
Lors du Road to WrestleMania, il y a Sami Zayn qui avait remporté une chance à la ceinture de Gunther, on se souvient, qui évidemment a gagné cette ceinture-là. Mais lors de la construction du match, il affrontait différentes personnes. Et une des personnes qu'il affrontait, c'était Big Bronson Reed. Et il a perdu un des matchs. C'est vrai. Pour ensuite se faire entraîner, regagner un peu le match revanche. Mais il y a quand même une victoire du côté de Bronson Reed, ce qui fait que il est un peu légitimé. Quand même pour peut-être le battre. On sent aussi qu'on veut peut-être... c'est quand même un lutteur depuis qu'il est monté en haut, il est quand même protégé, même s'il n'y a pas vraiment de chance légitime à une ceinture. Vendu fort quand même. Exact, il est vendu fort. Ouais. Il se fait pas jobber. Puis quand il perd, souvent dans des matchs à plusieurs. Donc j'ai hâte de le voir dans un match 1 contre 1. Est-ce qu'on va voir avec ça? Comment l'histoire s'est construite, c'est simple. Il est arrivé en coulisses avant le match à Raw à Montréal. Il a dit à Chad Gable, je pogne le gagnant. Puis c'est ça qui se passe. Voilà, simplement. Fait que là, ça a été accepté. Il a gagné André le géant Battle Royal dans le cadre de... Ça lui donne ça une chance à n'importe quel titre qu'il veut. Ça lui donne rien, en fait. Ça lui donne rien. Mais ça lui donne une légitimité pour se dire que je devrais avoir une chance. Donc, on s'attend à ce que ça soit concrétisé dans les prochains jours, cette chance-là. Fait que si jamais le match, il n'y a pas lieu, évidemment, il n'y aura pas de questions dans le questionnaire. On va quand même, pour le fun, y répondre. Qui as-tu gagné, toi, Pierre? Ça va être Sami. Ça va être Sami. Ça va être Sami. Oui. Ben oui. Pas le début de règne. Surtout au début de règne, d'un long règne, ça serait bizarre de faire perdre celui qui a battu Gunther en dedans d'un mois, même pas. À moins qu'il voit juste que la WWE le voit juste comme un champion transitoire, mais en même temps, est-ce que c'est Bronson Reed qui aurait cette ceinture-là longtemps? Je pense pas non plus, là. Fait que pour moi, ça va être Sami, puis t'es un mois français ou deux après, ça pourrait être bien le fun de oui. Puis les entrevues, puis tout ça, là, on s'attend. Il va falloir des gens qui moussent ça dans les médias francophones, pas juste des gens en anglais, puis qu'il y ait des sous-titres. Fait que moi je m'attends aussi à Sami pour cette raison-là. Ça va être comme un peu le local de la France. Exactement. Il est un peu cousin québécois, fait que je m'attends à ce que ce soit, moi aussi, de mon côté, Sami Zayn. Et ça va être le tour de ce match-là. On va enchaîner avec le prochain. C'est Bayley qui est la championne championne du monde de la WWE, oui, contre Naomi, contre Tiffany Stratton. C'est un match triple menace pour le championnat féminin. WWE, comme je le disais, pour résumer un peu l'histoire, c'est très très simple. Pendant la deuxième soirée de la WrestleMania, extra large, Bayley a remporté le championnat féminin de la WWE, tout le monde s'en souvient. On l'a tous regardé avec les étoiles dans les yeux, on était tous contents pour notre cher Bayley. Dans le prochain épisode qui a suivi dans SmackDown, Bayley parlait de donner des nouvelles opportunités à d'autres femmes. Moi, je suis une nouvelle championne, je veux donner... Championne qui se bat! Moi, je suis un fighting champion. Puis Tiffany Stratton l'a pris au mot, puis comme, j'accepte l'opportunité, tu sais. Puis Bayley était comme, je parlais plus de donner des chances, genre à Naomi, puis du monde que je trouve qu'il mérite. Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la vie? Fait que Stratton était comme insultée, puis fait qu'elle a comme renvoyé ça vers Naomi, puis elle l'a invité à venir dans le ring pendant tout le même épisode. Et après discussion, Naomi et Stratton, ils sont affrontés dans un match, bien évidemment, pour déterminer qui allait défier Bayley pour le championnat. C'est Naomi qui a gagné. Le match a eu lieu la semaine d'après, donc pas pendant le pay-per-view, c'était la semaine après, où les deux filles, donc Naomi et Bayley, se sont battues. Puis c'est fini dans un no-compete parce que Stratton... La mauvaise perdante. Elle est pas fine, Stratton. Elle est venue attaquer les deux filles. Bayley. C'était comme, c'est Tiffy Time quand c'était pas Tiffy Time. Elle avait mal ajusté sa montre. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que là, il y a eu un autre match entre Naomi et Stratton qui est ensuite prévu pour l'épisode de la semaine passée, que vous avez vu la semaine passée. Et à la fin de cet épisode-là, pour je sais pas quel tabarnak de raison, Nia Jax est venue les péter. Je comprends pas pourquoi. Puis Jack, t'étais fâché peut-être de pas avoir gagné lundi à Raw la ceinture. Peut-être c'est peut-être ça. Puis elle avait pas sa montre, fait qu'elle a pas pu voir que c'était Stephanie. C'était plus Steffi Time. Steffi Time, fait que elle a été les péter. Mais le directeur général, Nick Aldis, en bon directeur général qu'il est, a fait comme vous êtes trois, il n'y a comme pas eu de gagnant clair à savoir qui va aller se battre contre Bayley. Fait que les trois
dans un triple menace. Vous allez vous battre pour la ceinture. Donc, c'est Tiffany Stratton contre Naomi, contre Bayley pour le titre de la WWE, le championnat féminin. Voilà la petite histoire qui entoure ce match-là. Ouais, puis en tout cas, on sent que Tiffany Stratton est quand même pas pire au micro. Hein, une couple des bonnes catchphrases. Tu sais, l'espèce de. Une Tiffany. Une épiphanie. Une Tiffany. Ouais. Un mot, on n'utilise pas souvent en anglais, mais qui marche bien avec ça, qui reste aussi en mémoire. Fait qu'il y a quand même des bons petits catchphrases. J'ai l'impression qu'on va aller loin. Moi, gagnant, je vais y aller avec Bayley parce qu'on est quand même tôt dans le début de règne. Tiffany Stratton, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est cependant très rapide. On la propulse tout de suite championne. Surtout avec un peu ce qui s'est passé du côté de la ceinture de Rhea Ripley. J'ai l'impression qu'on veut peut-être s'assurer d'avoir des championnes fortes. Et s'il y a un championnat peut-être à changer plus rapidement, je m'attends que ça soit peut-être du côté plus de Becky. Ouais. Parce que Becky, c'était moins prévu. C'était pas dans les plans, du moins, parce que Rhea a conservé sa ceinture lors de WrestleMania. Fait que je vois un peu plus Becky, un petit peu plus transitoire, mais qu'on veut donner quand même une adversaire légitime pour la personne qui éventuellement battra Becky. Trouver la bonne personne qui va aller prendre cette ceinture-là. Exact. Et peut-être Tiffany aurait pu bien fitter contre une Becky. Mais du côté de Bayley, vu que c'était le plan, j'ai l'impression qu'on va peut-être s'assurer que le plan soit conservé un peu plus longtemps. Fait que moi, c'est mon analyse un peu de sommelier. C'est très logique. Je vais y aller avec Bayley. Toi, qui as-tu? Bayley, moi aussi. Bayley. Elle est partie pour une longue run, puis c'est pas encore le temps à Tiffany. Elle va le devenir championne, Tiffany. Elle est trop bonne présentement. Elle a trop un hit factor. Puis Naomi, légende, elle va être intronisée au Temple de la Renommée. Elle pourrait ne plus gagner de titre pour le reste de sa carrière, puis sa carrière est quand même faite. Sa marque a été laissée quand même, j'ai l'impression. Fait que Bayley, de mon bord aussi. Parfait. Et vous, dites-nous dans les commentaires qui vous avez gagnante sur ce match. Et on enchaîne avec le prochain match. C'est les ceintures par équipe féminine. Donc on a les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane qui sont championnes. Même si, bon, ça n'a pas été trop défendu depuis qu'elles sont championnes. Et qui vont se prendre contre quand même un gros duo fort. Bianca Belair et Chad Gargill. Un match simple, mais en équipe. Un match double en équipe. L'histoire autour de ça. L'histoire autour de ça, c'est simple. On a eu une espèce de match à 3 contre 3 lors de WrestleMania, qui était un peu un match... on met tout le monde, toutes les gentils contre le reste de Damage Control pour avoir donné les matchs à tout le monde, mais les ceintures n'étaient pas en jeu. Et le trio de madame qui était Naomi accompagnée, Jade et Bianca, a remporté relativement facilement ce match-là. Ce qui fait que, bon, ça l'installait un peu les pierres vers ça. Et là, au cours des derniers épisodes, pour des raisons que j'expliquerai on a acheté une loge à côté de la vôtre, puis on n'était pas contente. On se pogne compte. On se croisait un petit peu, mais là, c'est ça. L'histoire n'est pas vraiment plus développée que ça. On n'a pas mis beaucoup plus de temps autour des ceintures féminines. Fait que on a un petit peu poursuivi l'histoire de WrestleMania. Puis sinon, on veut vous pogner vos belts. J'ai l'impression que on utilise le championnat d'équipe féminin pour installer les fondations de ce qui va devenir la feud entre Belair et Cargill. Je sais pas vers où, quand, comment, puis pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on installe les fondations vers quelque chose qui va peut-être nous rendre à SummerSlam, qui sait, pour un match entre les deux titans qui sont Bianca Belair et Jade Cargill. J'ai l'impression. Ce serait la logique si on suit les gros événements. Donc, si vous avez bien suivi, j'ai pour moi Cargill et Belair comme championne dans un match. Pas un squash, mais quoi, ça pourrait être un tabaslac de bon match, mais j'ai l'impression qu'on veut vendre les filles très fortes. Ça risque de pas être très long comme match. D'après moi, même si ça a le potentiel, ça pourrait avoir un gros 15 le fun. J'ai l'impression que Cargill, on va peut-être la protéger aussi encore un peu là, de gros matchs pour le moment, même si elle est peut-être prête, qui sait. Fait que Cargill et Belair pour moi, pour nouvelle championne. Je pense que je vais y aller aussi. Là, moi, je pense qu'on se rend où tu penses. Je pense qu'on s'enligne vers un Belair Jade. Là, moi, ma question, c'est pour quand on le fait? Si, évidemment, du côté de SummerSlam,
ben, ça serait logique qu'elle gagne, qu'elle remporte la ceinture rapidement. Si c'est pour tout de suite après, ben là, peut-être qu'il il va peut-être le perdre, mais il va y avoir quelqu'un qui va pas trahir, il y a peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose que l'autre aime pas, parce qu'ils sont pas en équipe habituellement, ils se connaissent pas. Ouais, ou clairement un heel turn clair de quelqu'un. Ou un heel turn clair. Peut-être aussi. On laisse l'autre personne se débrouiller. Hey, Montez Ford, qui est le mari de Belair, il est rendu quand même tweener, mais plus du côté heel. Fait que peut-être qu'on aurait un couple de méchants. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Une Belair méchante, on l'a jamais vu. Puis on s'était dit qu'on allait peut-être jamais le voir parce qu'elle fit très bien dans ce personnage-là, mais en même temps, qui sait. Elle pourrait être aussi forte, moi je pense. On pourrait aller trouver, gruger un petit peu plus mettre un petit peu plus de chair autour de l'os du personnage de Bianca Belair, qui est un peu stagné dans la dernière année. Ouais. Donc à voir. Puis elle avait une petite attitude heelish un peu avant WrestleMania. Je sais pas si on installait des petites graines de comme. Peut-être un petit peu impatiente. Puis, ouais. Puis, fait que bref. On tentait le terrain un peu. Je pense qu'on tentait le terrain. Je vais quand même y aller comme toi, Jade et Bianca Belair. Je pense que c'est mieux si on le raconte plus lentement, cette histoire-là. Fait que si on se laisse le temps d'avoir les deux filles dominantes en équipe et qu'un éventuel turn une contre l'autre arrive plus tard, peut-être après une défaite ou peut-être après. Ouais. En même temps, c'est la ceinture féminine par équipe. Fait que moi, j'aimerais ça qu'elle soit crédibilisée. Elle l'est malheureusement pas. Fait que souvent, je suis comme... On va-tu vraiment s'en servir pour pusher les futurs qui vont les détrôner? Peut-être pas. Ça arrive souvent dans l'histoire de la WWE qu'on mettait juste deux personnes solo ensemble dans le but de construire les deux personnes solo séparément après et que c'était pas nécessairement l'équipe ou le championnat par équipe qui était construit. En même temps, une grosse run en équipe qui nous rend justement à SummerSlam, où il y a une brisure qui se fait à SummerSlam pour se rendre à Survivor Series, ça pourrait aussi être intéressant, où on vient légitimiser les ceintures, où on est capable de bâtir des jeunes qui vont aller les battre à SummerSlam sur un gros pay-per-view. Ça aussi, ça pourrait être intéressant comme histoire quand même. Ouais, puis je pense un peu comme toi qu'on va... Le fait de mettre Jade, surtout avec une Bianca Belair, c'est une manière de la protéger un petit peu du nouveau in-ring. D'y apprendre aussi un peu à travailler dans un contexte de la WWE qui est quand même un rythme différent que ce qu'elle a appris du côté de la All Elite qui était un peu plus non-stop, de l'action non-stop. Fait quoi, je pense que ça ferait du sens qu'on les laisse un peu ensemble quelques mois, le temps qu'elles se familiarisent un peu avec ça comment serait ça se smart passe. quand même ça pour travailler des matchs, dans tous les cas, dans tout ce qu'on dit, on voit pas beaucoup mis de l'avant Kabuki Warrior, qui présentement sont presque des figurantes dans toute cette histoire-là. C'est les championnes, mais malheureusement, on s'en intéresse pas beaucoup. Fait à voir si elles vont peut-être réussir à surprendre beaucoup de gens et garder les ceintures. Peut-être, hein? Peut-être. Jamais. Mais pas de notre côté. Prochain match qu'on a, on va avoir un des deux, le cousin local. Le cousin québécois, c'est Randy Orton et Kevin Owens contre le Bloodline, la ligne de... le nouveau Bloodline. Je sais pas comment on l'appelle. Bloodline 2.0. 2.0 parce que ils sont à la fine pointe de la technologie. Non, en fait, c'est Solo Sikoa qui est le nouveau mafieux, habillé tuxedo, habillé tout propre, et son nouveau bras droit, Tama Tonga. En fait, je vous explique un peu l'histoire. Après la défaite de la deuxième soirée de WrestleMania extra large, le leader du Bloodline, Roman Reigns, il a fait une pause, il fait de dos, il était fatigué parce qu'il y a eu 2 matchs en 2 soirs. Pas habitué Roman de se battre souvent, fait que brûlé, il fallait faire un petit dodo. Solo Sikoa a comme pris il a pris le groupe en charge, c'est ce que je voulais dire. Il a fait comme toi, Jimmy, plus besoin de toi, mon grand frère. T'as perdu contre Jay en 6 minutes d'un match plate. Va-t'en. T'as tes likes, t'es dans la gorge. T'as tous tes likes. Je vais les reprendre, mais je vais te les redonner plus fort pour que ça te fasse mal, quinte-toi. Et je vais présenter un cousin d'outre-mer, Tama Tonga, comme un nouveau bras droit. Puis ça look, j'adore ça, un nouveau duo de feu du Bloodline. La semaine suivante, le duo a violemment attaqué Kevin Owens. Kevin Owens qui avait été un peu baveux avec eux parce qu'il avait coupé en ligne pour aller dans la chambre du champion qui est Cody Rhodes maintenant, lors de l'épisode du 26 avril, lorsque le Bloodline a de nouveau tenté d'attaquer Kevin Owens. Randy Orton a effectué. L'arraille est venu aider son buddy, Kevin Owens. Puis plus tard dans la soirée, c'est là qu'on a annoncé que Orton et Owens allaient affronter le Bloodline, donc Sikoa et
Tama Tonga dans un match par équipe à Backlash en France, bien évidemment. Fait que moi, c'est de voir on va en reparler dans l'épisode de jeudi, mais de voir la face de Kevin Owens quand Randy vient le sauver. On dirait qu'il regarde son idole, ça m'a fait beaucoup rire. C'est très Une belle petite histoire, très simple, mais qui fonctionne. Ouais, puis qui est installé quand même depuis 2 pay. Tu sais, ça a commencé à Elimination Chamber, cette amitié-là, entre Randy Orton et Kevin Owens. Fait que c'est pas. Ça sort pas de nulle part, on l'a construit tranquillement au cours des mois. Owens et Orton ont les deux du grudge, ils ont les deux sont un peu en tabarnak, ça je veux dire, après le Bloodline. Ils ont une raison pour aller se battre contre le Bloodlines, soit contre Solo, parce que Solo, c'est souvent lui qui venait les contrer pour que Roman puisse gagner, ou le nouveau Tama Tonga pour faire comme, bienvenue en compagnie, on va se battre contre toi. T'sais. Fait que ça marche, puis j'ai l'impression que ça peut être un simonac de bon match. J'espère qu'on va prendre l'opportunité pour montrer tous les talents de Tama Tonga dans le ring, parce qu'il peut être très très bon. Il l'a montré au Japon qu'il peut être un bon in-ring. J'espère juste que la transition de la lutte japonaise va bien se faire dans son cas vers la lutte nord-américaine plus édulcorée de la WWE. Fait que ça reste à voir. De ton côté, Maxime, qui as-tu comme gagnant? Je vais avoir le Bloodline, Solo Sikoa et Tama Tonga. Je me dis, on commence à installer le groupe. Et si on se fie à l'historique également, Orton et Owens ont été beaucoup du côté de la défaite depuis quelques mois. Et ça ne changera pas, malheureusement. Donc, on va encore un peu servir on va dire, stepping stone, de marche pour se propulser plus loin du côté du Bloodline. Après moi, ça va être même... on va faire mal à Orton et Owens. Ouais. Peut-être qu'on va même prendre cette occasion pour les sortir quelque temps des histoires ou de la télé. Une pause pour peut-être revenir plus fort plus tard. Donc, d'après moi, ça risque d'être un Bloodline très, très, très dominant. Parce qu'un peu, tu sais, Tama Tonga, c'est un peu le enforcer de Solo Sikoa. Ouais. Et Solo Sikoa était lui-même le enforcer de Roman Reigns. Fait que ça me surprendrait beaucoup qu'on les vende pas fort, même si Solo Sikoa, dans la dernière année, il y a eu énormément de défaites. Ce que je trouve ridicule, il aurait jamais dû perdre. Mais il perdait en ayant quand même un aura de quelqu'un qui était potentiellement dangereux. Oui. Dans l'histoire qu'on leur raconte, je trouverais ça bizarre que le Bloodline se mette à perdre un peu plus, mais bon, ils peuvent nous surprendre, mais je vais y aller moi du côté du Bloodline. Toi? C'est facile, moi j'étais exactement à la même place, fait que on s'obstinera pas longtemps là-dessus, c'est ça. Kevin puis Randy, les deux peuvent prendre le pin facilement sans que ça nuit à leur aura, sans que ça nuit à leur... où ils sont rendus présentement, même que ça peut les aider d'aller faire eux aussi des petits dodos couchant en cuillère avec Roman puis revenir plus fort plus tard. Peut-être que ça serait un retour, un gros pop pour Kevin Owens à Money in the Bank, qui sait, quelques semaines plus qui tard. Va être à Toronto. Donc, exactement, donc un petit gars local. Ici je mets des guillemets pour les gens l'audio parce que Toronto et Montréal, carrément pas la même ville, mais c'est le même pays. Fait que pour tout le monde qui sont pas ontariens ou québécois, hey, ça va bien me faire. Ouais. Fait que on va voir, dites-nous dans les commentaires vous aussi ou dans le questionnaire directement qui vous mettez gagnant. Prochain match, on va avoir Damien Priest, le nouveau champion qui a bien réussi à Money in the Bank, qui a bien réussi lui son cash de Money in the Bank, qui a attendu longtemps et que ça a payé. Il look bien comme champion. Eh oui, senior Money in the Bank est devenu champion Money in the Bank et il va se prendre contre un favori de la foule quand même, Jey Uso. Yeet Master, dans un match simple pour la ceinture. L'histoire, il y a eu un peu une espèce de match pour décider qui allait être l'aspirant numéro 1. Le lendemain, je pense que c'était directement le lendemain ou la semaine qui a suivi. Rapidement, on a établi que Jey allait être l'homme de la situation pour s'emmener Damien Priest. Damien Priest qui, je sais pas pour toi, j'ai l'impression qu'on a testé un peu, voir la réaction des gens, s'il allait être gentil, vieux méchant, on le garde, on le met comment comme champion? On met-tu un champion gentil ou on le garde avec le Judgment Day? Judgment Day et tout, qui est comme un peu en transition. Ils sont perdus, Saria sont perdus. Puis là, Dominique qui est blessé aussi, là, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'entend, Damien Priest, il est bon au micro, mais pas au micro, genre, il est bon pour faire des entrevues.
Ouais. Il est bon pour jaser avec Ouais. les people, avec les gens. Quelqu'un qui est bien éduqué, qui parle bien. Il est super intéressant, même, je te dirais, en entrevue. Il est plus intéressant en entrevue Oui. que ce qui est au micro dans le En personnage qu'il a. promo, ouais. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de matière à peut-être éventuellement le rendre babyface. Mais là, on le met contre Jey Uso. Donc, on s'attend à qu'il reste heal, mais il a comme pas été un heal. Il a pas attaqué, là, Jay. Non, il a c'est comme ça, fait, il y a on comme s'en va un peu de contre l'autre. respect. Puis, tu sais, ils se sont envoyé des vacheries. Là, on va reparler jeudi. Ils Ouais. se sont envoyé quelques vacheries. Ça restait poli. Fait Ouais. que je sais pas où ça s'en va. Je sais Mais pas. c'est ça. Il est comme un peu tweener en ce moment, Damien Mhm. Priest. J'ai l'impression qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait encore avec ce règne-là. Fait que, qui as-tu gagnant de ton côté entre Ah, Jay et Damien? ça va rester Damien, d'après moi, qui va rester. Qui va être Damien champion. qui reste champion. Ouais, malheureusement, pour Jay, c'est de valeur parce que ça vient ternir un peu l'aura qu'il a de Main Event Jay depuis son match Ouais. un peu poète-poète à WrestleMania contre son frère. J'ai l'impression que, oui, son entrée est le fun, oui, la gimmick Yeet, ça fonctionne, les gens embarquent. Est-ce que c'est le temps pour lui d'aller chercher ce titre-là? Malheureusement, je pense qu'il aurait dû aller le chercher il y a 3 mois. Est-ce que le train va repasser aussi fort qu'il aurait dû l'être il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, quand vraiment il a fait le switch complet? Je le sais pas. J'y souhaite un moment donné, mais je pense pas que ça va être à Backlash. Pour moi, ça va être Damien Priest qui va rester champion parce qu'on veut vraiment voir s'il y a l'étoffe d'être capable de vraiment être un bon champion. À moins que backstage, il se passe des affaires qu'on sait pas puis que Damien n'est pas une bonne personne, mais ça, c'est pas ça qu'on regarde, nous. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'analyse de match et ce qu'on voit dans notre écran. Ouais. Puis même ça, j'ai pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est une bonne Je pense- personne aussi. je pense pas. C'est quand même apprécié. De ton bord? Écoute, de mon bord, c'est le prochain match, c'est le match de Cody. Je m'attends pas à un changement de ceinture. Puis je peux pas croire qu'il n'y aura pas un switch de ceinture dans tout ce pay-per-view-là. Tag team de filles. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Backlash est jamais Mais, le pay-per-view dont le monde se souvient. Hein. Ah oui, mais je pense que je vais oser. Je vais oser y aller. Oh, avec Jay! Je vais oser y aller avec Jay, moi. Oh! Parce que, écoute, comment je justifie ça? Ce que j'ai dit tantôt, qu'on essaye des affaires avec Damien, l'impression qu'on essayait des affaires parce qu'on sait pas trop ça s'en va vers où. Alors que Jay, on le sait, ça s'en va vers où. Ouais. Il va être un face, il va être gentil, les gens vont faire ça quand il va arriver. Ça pourrait être un beau moment quand même. Puis, ouais. on est dans la période d'essai. Puis là, ça marche des deux côtés. Là. On Mhm. s'entend cette période d'essai-là parce que Damien Priest, c'est un essai également. Mais c'est le genre de moment dans l'année entre WrestleMania et SummerSlam Mhm. où c'est les règnes un peu qui sortent de nulle part qu'on s'attendait pas. T'sais. C'est le règne qu'on a eu de Jinder Mahal, il était à ce Jinder Mahal, moment-là dans oui, l'année. Tu sais, Damien Priest, il l'a eu avec sa malise. On l'a fait gagner. Il y a eu son moment. Il y a eu son moment. Il y a eu son moment en plus à Mania. On dirait, ça me fait penser un peu à Austin Theory. Le même genre, tu sais, lui, il a perdu sa ceinture. Mais on dirait que je suis comme. On voulait pas qu'il perde la ceinture, Damien. On voulait quand même le faire gagner, mais on n'a pas trop de plans long terme. Puis là, avec le fait que Rhea n'est plus dans l'histoire, l'impression que ça a déraillé un petit peu, ce chemin-là. Ouais. Puis il était peut-être dans. Il était peut-être dans le wagon le moins solide. Puis là, on va faire, OK, il y a trop de choses qui se sont passées dans l'histoire, ouais, peut-être qu'on ça, avait Jay. prévu. On switch de rail, on met ça sur la rail du Yeet Master. Fait que je vais oser. Je vais aller avec Jey Uso. Ça Je vais aller avec Jey Uso. Mais J'aime ça. ça serait plate un peu pour Damien Priest. Mais ça peut pas dire qu'il pourrait pas être champion dans l'année quand même, dans la prochaine année. Ben, on l'a vu avec Ça Theory, tu sais. exactement. Il a quand même perdu son money de bank. Il a réussi à gagner la ceinture par la suite. Donc, Voilà, ça veut pas dire que c'est la fin, mais du tout. on dirait que c'est ça. Une coupe de roues qui ont débarqué. Là, en plus, la blessure à Dom et tout. Mhm. Coupe de rues là, qui ont débarqué du côté de Judgment Day. En même temps, ça serait de la bonne occasion de le construire clairement solo puis de lui enlever le Judgment Day. Ouais, mais c'est ça. Il y a tellement d'avenues que là, c'est de savoir laquelle ils vont prendre, laquelle ils vont choisir Ouais. pour le futur. Fait C'est que, intéressant aussi. ouais. Mais toi, je vais même oser encore plus. Je vais y Vas-y. aller même d'une prédiction au niveau du storyline. Uh-huh. M'attaque Priest, on va y faire un face turn. Hmm. Je pense qu'on teste ça. Puis ça sera Finn Balor qui sera leur chef d'orchestre qui fera Oh. perdre la ceinture à Damien Priest et qui aura une petite construction de rivalité Ah, entre les j'aime deux ça, avec j'aime un ça, j'aime Finn, ça. mais le méchant. Et là, on va vraiment pouvoir tester Priest s'il est capable de la jouer babyface.
Parce que quand je le regarde dans les entrevues à l'extérieur de la lutte, quand il est en lui-même, il a tellement l'air sympathique Ouais. que ça serait quand même facile de transposer ça sur la scène, devant l'écran. Fait que je vais y aller avec ça. Moi, je vais y aller avec ça. J'aime ça. Fait que vous, dites-nous-le aussi en commentaire. Ben oui. Vous répondez à notre questionnaire On qui s'en sortira. va. Oui. Ben, il va sortir mardi. Mardi. Le Excuse-moi. 30 avril. Boum. On s'en va tranquillement vers ce qu'on devine va être le main event de Ça ce risque d'être ça. pay-per-view. C'est Cody qui est sur, qui est sur l'affiche. Excusez-moi, j'en perds la voix. C'est Cody Rhodes contre AJ Styles dans un match en simple pour le championnat incontesté de la WWE. La belle grosse ceinture avec le W en or et en diamant. C'est facile comme histoire. Pendant la deuxième soirée de WrestleMania, LA Knight a battu AJ Styles. Puis plus tard, Cody a fini son histoire à WrestleMania extra large. Le 12 avril, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a annoncé un premier challenger. Il s'est fait, hey, moi, j'ai la ceinture. Aimerait ça à défendre. Un peu comme Bayley l'a dit, l'autre côté, avec la ceinture pour les dames. Je veux la défendre. Fait que ça va être super simple. C'est un tournoi. C'est un tournoi qui va se passer. Puis, le gagnant de ce tournoi-là, il va venir se battre contre moi à Backlash. Dans la finale de ce tournoi-là, donc, il y a eu LA Knight contre AJ Styles, un flashback, un retour sur ce qui s'est passé à WrestleMania. Et c'est Styles qui a gagné haut la main, assez facilement même. Facilement. Une petite tricherie, mais il a dominé. Il a quand même tu domines tout le match, même si tu fais une petite tricherie à la fin, c'est quand même voilà. fort comme victoire. Voilà. Maintenant, il y a eu une signature de contrat qui s'est passée. J'ai beaucoup aimé certaines lignes qui ont été dites dans ce... On va revenir jeudi, mais ça reste que long dans la construction de ce pay-per-view-là. Des lignes comme on a le même chemin, toi et moi. On a un peu le même parcours. On a été se construire ailleurs pour revenir plus fort à WWE. Exactement. Fait que j'aime beaucoup un peu si les deux se regardent dans un miroir, mais ils voient un peu l'autre. Donc, il y a eu le passage à la TNA, dans les Indies un peu. Après ça, ils ont été au Japon, le Bullet Club, bien évidemment. Et revenir fort. Pas revenir dans le cas des J-Stars, qui est juste arrivé, mais... Il y a eu une mini run en début de carrière, mais pas grand-chose. Ça compte-tu vraiment? Cody était vraiment installé. Cody, il y a eu plus une vraie run. Exactement. Mais ça reste que les similitudes des deux carrières où ils ont été se construire un personnage, un aura de champion au Japon pour revenir plus fort. J'adore ça. Les deux, sauf erreur, ne se sont jamais battus un contre l'autre, je crois. Donc, le match de lutte, la qualité de lutte m'intéresse beaucoup. AJ Styles qui sort des gros matchs de ce temps-là. Et Cody, qui déçoit rarement dans la façon qu'il raconte l'histoire du match. Côté lutte, Cody, c'est pas lui qui est le plus technique. Par contre, l'émotion qu'il met puis l'histoire qu'il nous raconte est toujours très pertinente. Fait que d'ajouter un AJ Styles super agile là-dedans, qui a l'air vraiment au maximum de sa forme physique qui pourrait être là à 43-44 ans, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que... hâte de voir, et c'est Cody qui va gagner. On n'est pas prêt d'enlever cette ceinture-là à Cody présentement. Reste à voir, ça va être qui son prochain adversaire, mais contre AJ Styles, ça m'étonnerait. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment dit, moi je crois à AJ Styles, je mets tout mon argent sur lui, puis allons-y, mais je penserais pas. Non, moi aussi, moi j'ai allé du côté de Cody, mais c'est le match à l'intérieur des câbles qui m'intéresse le plus. Ouais, ça va être un excellent match. Si vous êtes là à Backlash en personne, je serais très curieux d'avoir votre avis live de ce match-là. On sait que AJ, en tout cas, dans des gros stades, dans des contextes de gros environnements, c'est un lutteur qui est le fun à regarder parce que c'est des moves très impressionnants, très athlétiques, des springboards, ses cordes, tout ça. Fait que ça paraît bien, même dans des gros stades. J'ai l'impression qu'ils vont me donner tout un match. Mais Cody Rhodes, un peu comme tu l'as dit, il n'est pas prêt de perdre cette ceinture-là. Surtout pas. Un peu pour la même raison, un peu. On a eu un long règne de 3 ans. Là. On va pas faire que la personne qui l'a battu le perde en 1 mois. Voilà, donc, exactement. On va avoir un excellent match, mais Cody va trouver une manière d'en sortir gagnant. Comme il fait. Et j'aime aussi la construction. Le fait qu'AJ, même s'il est clairement le méchant, offre son respect beaucoup. Oui. Du côté
C'est un peu un classique, mais on mentionne beaucoup Papa, Dusty Rhodes dans l'intérieur des histoires. Et j'aime que même les méchants respectent un peu le personnage et l'aura que la famille Rhodes a. Donc, je m'attends peut-être à une intervention, en tout cas, une manière peut-être, après-match, d'LA Knight. Et après moi, c'est pas terminé, cette histoire-là. Je sais pas si on va le faire. Gallows et Anderson pourraient arriver, on refait DOC, est-ce que... Mais c'est pas... en tout cas, je sais pas comment on va le construire, mais j'ai l'impression que le in-ring va être bon. Est-ce que LA va coûter le match à AJ pour continuer cette histoire-là? Ils se sont affrontés dans le match pour déterminer l'aspirant numéro 1. Fait que ça pourrait être... Mais en même temps, c'est un peu un mouvement de méchant de faire ça. Fait que si LA fait ça, il prend-tu le rôle du méchant? Je sais pas. Ou ça va être après le match, peut-être d'un beatdown, justement. Et que là, LA Knight vient sauver la mise du côté de Cody. Là, ce que nous, on n'a pas vu, là, puis je vous le rappelle, là, nous, on est dimanche soir, donc on n'a pas vu le Raw, on n'a pas vu le SmackDown avant Backlash. Et c'est peut-être passé quelque chose que nous, on n'est pas au courant, que nous, on n'a pas vu. Il y a peut-être eu justement un beatdown, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qu'on sait pas. Mais on vit dans le passé, donc on vit avec les éléments qu'on nous a donnés. Donc, mais avec ce qu'on a là présentement, je trouve que c'est quand même très bon. Ils sont plus obligés de rien faire. Dans cette histoire-là, faites que mettre des packages, faites les gars se reposer pendant une semaine pour livrer un simonac de match. Je serais très heureux avec ça, mais je crois qu'il va y avoir un face-à-face, un tête-à-tête, les deux là, qui est annoncé, si je ne m'abuse, pour la semaine qui s'en vient. Ça reste à voir. Somme toute, un petit pay-per-view modeste, mais quand même relatif, potentiellement pas... Pas dans le top tier des meilleurs pay-per-view de l'année, mais quand même, j'ai l'impression que côté in-ring, côté lutte, côté histoire ou côté avancement de personnages, un pay-per-view utile, j'ai l'impression. Ouais, et peut-être y aura-t-il d'autres matchs. Et là, on va essayer de sortir le radar. Fait que peut-être que tous ces matchs-là n'auront pas lieu. Mais mettons, Tag Team. Tag Team, on sait c'est qui l'aspirant numéro 1. On a Street Profit qui s'en irait contre... A Down Under. Donc, peut-être. Est-ce que ce match-là sera de la carte? S'il est de cette carte-là, qui aurais-tu gagnant entre Street Profit et A Down Under? Street Profit. Street Profit? Ouais. Co-règne d'A Down Under. Ouais. Parfait. Moi, je pense que j'irais qu'A Down Under, tout de même. Mais ça se pourrait, Street Profit. Ça se pourrait. De leur donne. Je sais pas si ça va se faire peut-être à SmackDown. Ça sera peut-être pas au pay-per-view. Parce qu'on s'entend, le roster va être séparé en deux pour vendredi. Fait il va y avoir des matchs à SmackDown qu'on vous parle en ce moment. Puis il y en a qui vont être... Fait que lesquels on va décider de mettre à SmackDown, lesquels on va décider de mettre au pay-per-view Backlash. À voir. T'es comme là, Sheamus et Drew. Ça va Sheamus et Drew. Va-tu avoir un match? Je sais pas. Peut-être à SmackDown, ça également. Sinon, parmi les autres matchs possibles, on a les auteurs de la douleur. De la douleur, oui. Les auteurs de la douleur qui arrêtent pas de faire des beatdowns de tes deux préférés. Là. Oui. New Catch Republic, ça et tout. Ça va sonner comment, ça? Ben, sûrement pre-show. Sûrement pre-show ou à SmackDown la veille. Hey, le Final Testament contre New Catch Republic, là, ça m'étonnerait, ça se rend en France, sur la carte. Là, ça va être à SmackDown, ça va être pre-tape là, dans le fond d'un container. Là, battez-vous avec une caméra et une petite flashlight. Là. Ils mettront pas de l'argent là-dessus. Là. Si, monac. Et bonne chance. En même temps, Karrion Cross, il y croit, puis il est content. Il est intense. Très intense. Il voulait péter à la gueule à New Catch Republic. Il l'a pas pris. Il bat. Fait que, comme on vous l'a dit, hein, le questionnaire va sortir mardi. Fait qu'on va avoir le temps d'avoir vu Raw. Je pense qu'il y a également des enregistrements du SmackDown qui vont se faire à Raw. Sûrement. On devrait avoir une bonne idée de qu'est-ce qui va se dérouler au SmackDown, même si on va pas vous le spoiler. Mais on va pouvoir savoir ce qui s'enligne vers Backlash pour vrai. Le Backlash qui a lieu un peu, c'est sûr, un peu dans la journée de samedi. En tout cas, c'est tôt dans samedi, plus tôt. Fait que c'est pour ça qu'on sort le questionnaire mardi et non pas jeudi dans notre épisode. Fait que allez y répondre en grand nombre. Et si vous êtes là, on vous le rappelle, on lance la perche. On veut quelqu'un qui est peut-être sur place, qui pourra nous dire son intention. Évidemment, nous, on est deux du Québec, fait que vous entendez nos accents. Fait que si vous avez peut-être un français un peu plus bon, un peu plus international, n'hésitez pas à nous écrire dans la belle langue de Molière.
moins d'anglicisme. Quoique, c'est encore drôle. Fait que... Les termes de lutte, ça reste des termes de lutte, hein. Exact. Fait que dites-nous et remplissez le questionnaire et on va y revenir avec les résultats comme on fait à chaque mois. Tous les fois. Et nous, le prochain épisode, ben, ce sera l'épisode 44, qui sera l'épisode régulier, qu'on sera un retour sur les deux, ben, sur la semaine du 22, ça va être plus jusqu'au 29, jusqu'au 29, parce qu'on va voir les deux, la fin du draft. On va pouvoir voir vraiment. On englobe le draft, plus tout ce qui s'est passé à Dynamite et à Collision aussi. Ça a été, est-ce que ça a été bon? Est-ce que ça a été pas bon? Ben, on va vous le dire tout ça dans l'épisode 44, qui sera diffusé le 2 mai. C'est à vous autres à vous écouter. Et sinon, on peut nous suivre partout, hein, Pierre? Oui, partout. Si vous écoutez des podcasts à l'audio sur votre plateforme de balado préférée, on est là, on existe, on est pas mal toujours là à poster à 2 fois par semaine. Si jamais vous voulez nous voir la binette et voir des photos en extra qui sont là pour venir supporter ce qu'on dit, pour venir ponctuer de qu'est-ce que l'on parle, ben venez nous voir sur YouTube, on est là aussi. Vous pouvez aussi nous écouter à l'audio sur YouTube, là. Tu peux y suppléer, tu vas faire autre chose, puis tu nous écoutes pareil. Ça se peut, ça existe. C'est pas parce que tu es sur YouTube que tu peux juste nous regarder. On peut quand même avoir du son. Vous pouvez commenter dans le bas, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Sur YouTube, il y a une belle petite sonnette là, qui vient vous avertir quand on sort une nouvelle vidéo. Et que si vous faites tout ça, ben vous êtes gros dur, comme on dit, par chez nous. Vraiment. Et un gros merci de nous suivre à chaque semaine. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ça. Et bon backlash. Bon backlash. Si vous écoutez, vous nous découvrez. Jean Lafrance, les sommeliers. Backlash qui est le son qu'une personne âgée fait quand elle tombe dans la douche. Ah, et tu le sais parce que tu as été animateur de foule des personnes âgées. Et voilà. Mais oui, si vous nous trouvez, si vous nous découvrez avec le pay-per-view Backlash parce que vous êtes de la France et que ça vous tente d'avoir un peu d'infos sur ce qui s'en vient, mais n'hésitez pas à en parler à vos amis. Sommelier de la lutte. C'était Max Perriard ainsi que Jean-Gaston Guay. Yes, on se revoit. Bon Backlash tout le monde. Ciao, ciao.